Alors, je crois que les années 70, sans vouloir les idéaliser, parce que je pourrais aussi avoir un autre discours, je pourrais aussi détruire beaucoup de ces mythes à l'intérieur de la critique, mais ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que dans les années 70, il y a une idée qui a été établie, c'est l'idée, la nécessité de réguler le paysage médiatique. Et ça en relation avec les politiques culturelles également. Donc, la notion de politique publique en matière du paysage médiatique était un acquis des années 60. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années 80? Dans les années 80, la dérégulation a fait voler en éclats l'idée même de politique publique en matière finalement, d'accommodement, de régulation du paysage médiatique. C'est-à-dire que la logique du marché a pris le pouvoir, a pris le pas sur l'idée de service public. Je crois que c'est très important. Je crois que dans les années 80 et 90, l'idée de ce qu'il pouvait y avoir une autorégulation du système médiatique par le marché a finalement avancé. Alors, c'est en contraste avec les années 70. Je crois qu'un des dogmes néolibéraux les plus importants dans la légitimation de ce rôle, de ce nouveau rôle du marché en tant qu'autorégulateur de la communication, c'est le dogme néolibéral sur la souveraineté du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur a son libre arbitre face à ce que lui envoie le média. C'est-à-dire que c'est finalement l'inverse de toute la tradition critique qui s'achève dans les années 70, à la fin des années 70. On nous a fait croire que le consommateur était libre de son choix, libre de ses choix, non seulement dans le domaine de la consommation, mais dans le domaine de sa consommation culturelle. Je crois que c'est un des mythes les plus destructeurs de l'idée, de la nécessité de construire pédagogiquement une culture de la résistance face à des médias concentrés, la concentration des médias. Je crois que disons, ce qui est terrible dans le néolibéralisme, c'est que c'est un néopopulisme. C'est le néopopulisme du marché. C'est-à-dire que finalement, il prend à témoin, non des collectifs, mais il prend à témoin les consommateurs, les audiences, par individu, pour cautionner ce modèle qui ne leur apporte absolument rien au niveau de leur libération, la libération de leur espace. Ça, je crois que c'est très très important, parce que je crois que, et ça, Lelio Basso le disait très bien, je me rappelle toujours de cette réflexion qu'il nous faisait au moment où on préparait le colloque sur l'impérialisme culturel. Il me dit, écoute, il y a Rosa Luxembourg, l'Allemande, qui est massacrée finalement à des années 10, 1910, 1980. Il disait, s'il y a quelque chose que Rosa Luxembourg nous a enseigné, c'est qu'il n'y a pas moyen finalement d'établir un consensus sans créer un type anthropologique d'individu. Et je crois que c'est fondamental. La question des médias est importante, comme l'éducation est importante, à cause de ça. Et en fait, le néolibéralisme a construit des individus. Moi qui viens du Chili, qui ai vécu 11 ans au Chili, et qui ne m'a pu retourner pendant près de 20 ans au Chili, je me suis rendu compte qu'est-ce que c'était la construction de l'individu en fonction, finalement, d'un schéma néolibéral. C'est finalement l'atomisation totale. Et finalement, la perte de toute idée de solidarité. Et l'invisibilité de ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas assez de pouvoir pour s'exprimer dans la société. Alors, qu'en est-il aujourd'hui disons, de tous ces débats internationaux sur la question de la concentration? Moi, je crois que, disons, les organisations internationales, comme les gouvernements des démocraties libérales, ont peur
ont peur de traiter de la question. Ont peur de traiter de la question de la concentration. Je parle aussi bien du Parlement européen, de l'Union européenne, de l'UNESCO et beaucoup d'autres organisations. Le problème de la concentration des médias ne figure pas dans leur réflexion sur, par exemple, le dialogue interculturel ou sur la diversité culturelle. La diversité culturelle, pour eux, ils ont une vision culturaliste de la diversité culturelle. Ils ont la question, la façon dont la diversité culturelle s'exprime et se construit dans un pays à travers les médias, c'est absent de leur réflexion. Et je crois vraiment que il y a, je le citais déjà cet exemple, il y a 2 ans, quand je suis venu donner une conférence, dans le cycle de ces conférences, lors du débat sur la fameuse convention sur la diversité des expressions culturelles et artistiques, la convention sur la diversité culturelle, en fait, ils sont ce qu'on appelle en français très frileux, très peu portés à réfléchir sur la concentration. Et je rappelais un exemple que j'ai vécu de près. J'ai une de mes anciennes étudiantes qui était déjà majeure, parce que j'ai une longue carrière universitaire, et il disait, elle faisait partie de cette commission qui élaborait le premier texte de Brouillon, et ingénue, tout à fait ingénue, naïve, elle demande à la personne qui présidait la commission, parce qu'ils étaient en train de rédiger les articles, propositions d'articles, et elle dit, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais de concentration? Et la personne lui a dit tout de suite, de ça on ne parle pas, c'est trop polémique. Alors, c'est trop polémique. Polémique. Alors, c'est un problème très sérieux. C'est-à-dire que, aujourd'hui, les pouvoirs, qu'ils soient internationaux ou les pouvoirs nationaux, ont peur des médias, ont peur de légiférer sur la concentration. C'est un problème tabou. C'est un problème tabou. Et on pourrait refaire l'histoire même des efforts qui ont été faits pour introduire des régulations à partir du Parlement européen, et même à partir de l'UNESCO, parce qu'il y a des secteurs qui réfléchissent comme ça. Eh bien, chaque fois, c'est un barrage. Alors que, et ça ce sera la dernière partie de mon exposé, alors que dans la réalité, il y a des propositions. Il y a des propositions sur la nécessité de la régulation.